Donc, bonjour Céline. Bonjour. Est-ce que tu peux juste nous dire ce que tu fais dans la vie? Eh bien, moi, je suis masseur kinésithérapeute en libéral à mes yeux. Et j'ai une activité assez variée. Je me suis spécialisée au début en kiné respiratoire, euh, chose que j'ai beaucoup aimée. Après, j'ai fait des formations en drainage lymphatique, donc j'ai aussi une partie où je travaille beaucoup avec des personnes qui sont dans un cursus de soins en cancérologie. Après, j'ai une pratique variée. Et puis récemment, j'ai fait une formation avec la méthode de Gasquet en yoga pré- et post-natal. Alors, yoga, je mets des gros guillemets parce que c'est vraiment du yoga pensé pour les kinésithérapeutes. Et voilà, c'est une pratique plutôt... je préfère dire que c'est en lien avec la méthode apport, donc approche posturo-respiratoire D'accord. plus que vraiment du vrai yoga. En tout cas, moi, je l'ai reçu comme ça. Après, les formatrices diraient peut-être pas la même chose, mais Ouais. pour moi, c'est plus voilà, l'approche apport qui est importante dans, dans cette technique-là. D'accord. Pour toi, c'est pas des cours où ça va être vraiment postural. Bah, il manque la part. Si, il y a du postural, pour le coup, c'est vraiment posturo et respiration. Mais il manque la partie spirituelle du yoga. Ouais. Ça, je l'ai pas reçu comme enseignement et c'est pas pour l'instant une volonté pour moi, même si j'adore pratiquer le yoga quand toi tu me l'enseignes par exemple, Ouais. mais moi j'ai pas les clés pour le faire. D'accord. Donc si je propose un cours de ce type-là, je vais pas nommer ça yoga. Ah ouais. Non, non, Ok. ce sera plus euh, gymnastique douce ou approche posturale, mais ce sera pour moi c'est pas du yoga. Oui. J'ai pas les outils quoi. Oui, parce que pour toi, le yoga revêt cet aspect aussi spirituel. Oui, c'est bien plus large que juste une approche mécanique. Ouais. D'accord. Bon. Mmh. Ok. Alors, Pas du faire coup. d'ennemis. Non, fais attention. Je fais gaffe. Moi, je voulais savoir pourquoi on peut avoir des contractures quand on fait quand même beaucoup de yoga. Alors, les contractures, selon moi, c'est un muscle qui est dysfonctionnel, c'est-à-dire qu'il va se contracter très fort pour protéger la zone qu'on sursollicite. Donc par exemple, quand toi tu fais beaucoup de handstand, tes muscles autour de ta colonne vertébrale, c'est normal, ils vont s'engager pour protéger tes articulations. Sauf que si ces muscles-là, ils sont un peu trop faibles et ils sont pas fonctionnels parce qu'ils n'ont pas l'habitude de travailler, la contrainte que tu lui imposes, elle peut dépasser un certain seuil de tolérance. Et dans ce cas-là, la contraction musculaire, elle va rester après l'effort. Et là, c'est pas normal. Du coup, ce qu'on leur demande aux muscles, c'est de se contracter pour absorber la contrainte et de se relâcher quand il n'y a plus de contrainte. La contracture, ça veut dire que ton muscle n'est pas fonctionnel parce qu'il est juste capable de se contracter très 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 fort et il ne se relâche jamais. D'accord. Et du coup, comment on peut éviter ça? Je pense que ce qui est bien, c'est de varier ses pratiques déjà, de ne pas toujours donner la même contrainte aux mêmes muscles. Voilà. Et du coup, quand on a une activité professionnelle qui implique d'avoir des contraintes mécaniques répétées, de faire du renforcement musculaire pur, même si c'est moins fun, il faut quand même, je pense, en faire un peu. Et puis, aussi très important, l'hygiène de vie. Parce que les muscles, ils sont sensibles à ça, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de repos, ils ont besoin d'une bonne alimentation, ils ont besoin d'une bonne hydratation. Tout ça, c'est très important quand on a une activité comme ça contraignante. Il faut vraiment axer là-dessus, quoi. Ouais. C'est pas que de la faiblesse musculaire, parce qu'il y a des grands sportifs qui auront à un moment des problèmes de ce type-là, mais parce que peut-être ils ont négligé leur récupération qui est alimentation, hydratation, sommeil. Ça, c'est vraiment très important. Ouais. Et du coup, tu préconises le fait de ne pas pratiquer au moins un jour par semaine, quoi. Ça dépend des types de pratiques. Ouais. Mais si tu as une pratique vinyasa, je pense qu'il faut quand même se ménager au minimum un jour de repos, ou en tout cas, si tu as un cours le matin, peut-être le jour d'après, avoir un cours l'après-midi. Tu vois, se faire une plage horaire où vraiment tu laisses ton corps tranquille. Ouais. Et puis tu as tes cours et tu as ta propre pratique aussi. Hein. Donc, oui. Faut aussi voir ça et pas sursolliciter ton corps, qui a besoin de repos, quoi. Oui, donc en fait, on pourrait des fois partir du principe qu'il faut pratiquer, mais en fait, le repos est autant important
que la pratique. Ouais, tu peux avoir aussi des cycles, dans le sens où tu peux avoir 3 semaines intenses parce que tu en as besoin, l'entraînement est important, surtout quand tu deviens prof ou que tu as vraiment des objectifs. Mais par contre, si tu as 3 semaines intenses, tu vas avoir besoin d'une semaine de repos. Ouais. Tu peux aussi voir le repos comme ça et pas toujours un jour sur deux, Oui, parce que forcément, tu as des moments où bah, tu vas partir dans des retraites de yoga ou autre, Tout à fait. dans ton cas. Donc là, ce sera intense. Et bah, derrière, tu vas pas juste donner à ton corps 10 heures de repos, puisque ta pratique, elle a été intense avant. Donc, c'est de l'organisation, quoi. Oui, c'est pas noir ou blanc, quoi. Non, parce que la vie, elle te le permet pas. Oui, et puis parfois, c'est intéressant ce que tu dis, parce que des fois, quand je suis en formation, par exemple, on peut pratiquer pendant 4 jours, 2h30 par jour, même parfois plus, et ça va, entre guillemets. Oui. Alors que dans mon rythme de vie normal, on va dire, bah, je vais plus galérer. Après, c'est peut-être aussi des temps, alors je n'ai jamais fait ça, je connais pas, hein, mais c'est peut-être aussi des temps où vous avez plus de temps de méditation, t'es pas chez toi, t'as pas affaire à manger, t'as plus de repos aussi en dehors de ces 2h30 de pratique. Et c'est aussi des temps peut-être où vous avez une alimentation qui est beaucoup plus nutritive, des échanges sociaux, moins de charge mentale. Ça aussi, ça joue, tu vois. Même si tu pratiques beaucoup, bah forcément, ton corps récupère mieux parce que tu es dans des super bonnes conditions. Hyper intéressant. Ok. Ensuite, je voulais te demander, est-ce que le fait de ne pas se chauffer ou de ne pas s'entraîner avant d'aller donner un cours, parce que parfois en cours on montre quand même certaines choses, est-ce que ça peut avoir des répercussions musculaires, au niveau musculaire? Alors du point de vue des élèves, je trouve souvent, en tout cas avec toi, que les cours suivent un fil conducteur qui te permet un échauffement. Tu rentres jamais tout de suite brut dans une position contraignante. Donc pour l'élève, ça va. Par contre, en tant que prof, souvent la partie chauffe, vous le faites pas. Par contre, tu vas montrer la posture contraignante. Donc en tant que prof, je pense que c'est vraiment important de s'échauffer. Parce que du coup, tu vas parler, ton corps ne sera pas en mouvement. Par contre, quand tu vas devoir montrer une posture, peu importe laquelle, tu vas y aller direct. Et là, du coup, c'est pas très bon. Ton corps, il comprend pas ce qui se passe, quoi. Ah oui. Donc, selon toi, en tant que prof de yoga, c'est très important. C'est important, en tout cas, de s'échauffer avant. Ouais, je pense que c'est je pense que c'est important. Tout le monde n'aurait peut-être pas la même réponse, mais pour moi, c'est important. Vu la contrainte, parce que aussi j'ai vécu des cours et je vois la contrainte de certaines postures. Donc, si ça fait 20 minutes que tu es sans mouvement et que d'un coup tu imposes ça à ton corps, je trouve que le choc est un peu violent, quoi. Et c'est là où peut se créer des lésions, quoi. Alors, qu'est-ce que tu appelles une lésion? Ça peut être, alors sans que ce soit très grave, hein, mais ça peut être une contracture, élongation. Au pire, ça peut être même parfois une entorse, parce que du coup, pour certaines femmes qui sont hyper laxes, tu vas pas avoir un engagement musculaire de suite. Donc tu vas dépasser tes amplitudes, et là c'est le ligament qui ramasse. Donc voilà. Et puis une mauvaise conscience de ton corps, parce que tu l'as pas échauffé, parce que tu es moins dans le ressenti de ton corps, tu es plus dans celui de tes élèves. T'échauffer, c'est aussi te mettre en mouvement et te sentir dans l'espace. Il y a cette partie-là. Et souvent, il y a quand même de l'hyperlaxité dans les femmes. Les femmes ont tendance à l'hyperlaxité, et c'est là où c'est important de ne pas dépasser certaines amplitudes articulaires par le biais du muscle, en fait. Ok, trop bien. Merci. De rien, avec plaisir. On se retrouve aujourd'hui pour une question concernant le périnée. Donc, moi, dans mon expérience, depuis que j'ai commencé le yoga, on m'a toujours dit, j'ai souvent entendu qu'il fallait avoir le périnée engagé toute la séance. Je voudrais juste savoir, qu'est-ce que tu penses de ça? Alors, là aussi, il y a potentiellement débat. Pour moi, on ne peut pas engager un muscle en permanence. Et c'est pas fonctionnel de le faire. Comme ma réponse sur les contractures, un muscle, il est fait pour se contracter au bon moment et pour se relâcher au bon moment.
Normalement, on a dans le périnée une partie qui est dite automatique, mais on peut avoir aussi un contrôle dessus. Dans le yoga, il y a quand même des moments où on doit l'engager volontairement. Et du coup, en général, on essaye de le placer, en tout cas pour moi, dans le yoga, je sais pas, mais sur l'expire, donc sur le souffle. Périnée expire, en tout cas, ça c'est la méthode de Gasquet. D'accord. Et à l'inspire, on doit avoir un relâchement. Des fois, ça colle pas avec la pratique du yoga. Non. Mais dans tous les cas, je pense que pour pas créer d'hypertonie, donc des muscles qui ne savent plus se relâcher, et une perte d'automatisme aussi, une perte de contrôle involontaire sur ce muscle, il faut aussi parfois avoir des moments de vrai relâchement. Et dans le yoga, on a quand même des moments où on peut se permettre de relâcher le périnée. Je pense que c'est important. Ça va avec aussi le relâchement de la sangle abdominale. Ouais. Et chez les femmes, le relâchement de la sangle abdominale, je fais une généralité, les hommes aussi, mais je vois beaucoup chez les femmes des problèmes de constipation, des douleurs, vraiment un inconfort au niveau du ventre, mais parce qu'elles ne savent pas le relâcher. Des fois, il y a des femmes qui ont des super bons abdos, mais elles sont en hypertonie. Et ça, c'est pas bon non plus. Donc, il faut accepter d'avoir parfois le ventre un petit peu plus arrondi, d'avoir un ventre mou. Ça, psychologiquement, c'est difficile. Oui. Mais c'est important parce que nos organes, ils ont besoin d'espace, il y a besoin d'avoir du mouvement. Quand on mange, on a le ventre légèrement plus arrondi, c'est normal. Sans extrême, sans partir dans la pathologie, mais il faut l'accepter parfois. Et quand c'est pas nécessaire, il faut savoir relâcher son ventre. Ah oui. C'est très intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que c'est souvent le cas. Et même si on sort complètement du yoga, moi combien de fois j'ai entendu des copines me dire mais je fais exprès d'engager mon ventre tout le temps parce que c'est des abdos l'air de rien et au moins tu gardes le ventre plat, mais en fait c'est pas bon pour nous finalement. Oui. Et puis on entend aussi rentre ton ventre, on prend une photo, rentre ton ventre, bombe le torse. Ouais. Voilà, c'est voilà, pour enfiler notre jean, pour enfiler notre robe. Tout à fait. On se contraint aussi de par nos vêtements, souvent à rentrer notre ventre et à être toujours en engagement au niveau périnée-abdos. Et ça crée des problèmes, quoi, des troubles. Ah oui. Et ça se rééduque par contre. C'est-à-dire que si on sent qu'à un moment donné, on a des désordres, donc ça peut être des fuites urinaires, des douleurs, des problèmes sexuels, ça se rééduque. Ah, des problèmes sexuels ? Oui. Par exemple ? Quelqu'un qui est en hypertonie, il peut potentiellement avoir du mal à avoir du plaisir sexuel, des orgasmes. Ah ouais. On a besoin d'avoir un moment, un relâchement. Donc c'est intéressant d'avoir un périnée fonctionnel. Bien sûr que la force du périnée, la compétence est importante, mais ça passe aussi par le relâchement. Ouais. Ok, d'accord, merci. De rien, avec plaisir. Trop intéressant ça. Non mais ça c'est hyper intéressant que tu parles aussi du ventre et... Ça va avec en fait souvent. Ouais, et c'est... Ouais, ça. Et puis tu vois, le fait de le montrer et tout sur les réseaux, bah, j'aime bien. Là, on va participer aussi au fait que les femmes se disent ah ok, je peux relâcher quoi. Oui, ouais. J'ai le droit de relâcher. Mais moi la première, hein, la première, je sais que je suis en hypertonie et c'est aussi pour ça que mon col au niveau de l'accouchement ne s'ouvrait pas. J'ai stagné. Mon col ne s'ouvrait pas, il a fallu donner du space-fond et tout. Parce que je sais que j'ai une hypertonie qui est de l'ordre du psychologique, quoi. Il faut rentrer le ventre, il faut être gainé, trop. Et parfois, on a mal au ventre. Et juste de respirer et de relâcher le ventre, ça fait déjà un bien fou, quoi. D'où l'importance de la respiration complète. Ouais, la respiration abdominale, ouais. Sans pousser sur le ventre aussi. Sans pousser. Parce qu'on a des inspirations qui sont pas du tout des relaxations, qui sont je pousse sur mon ventre et du coup il y a toujours une tension quelque part quoi. L'inspiration, tu dois inspirer et relâcher, laisser rentrer l'air librement. Mais c'est pas si facile que ça la respiration abdominale. Et ça a l'air simple, on voit des fois en gros ah oui le ventre se gonfle à l'inspire, se creuse à l'expire. Ouais, enfin si c'est tout fait en force.
Ça n'a aucun intérêt. J'adore. Oui, c'est vrai, t'as raison. Et du coup, si tu devais l'enseigner, tu l'enseignerais comment? Parce que c'est difficile quand on est en cours. Moi, j'essaye de l'incorporer un petit peu dans mes cours. Et j'essaye de dire sans pousser. Et souvent, j'ai des élèves qui comprennent pas. Non. Déjà, je pense que dans un premier temps, il faut un feedback, dans le sens où il faut une main sur le ventre, une main sur le thorax, et commencer à enseigner un peu la respiration en dissocié. Quand j'inspire, je peux gonfler mon thorax, je sens ce qui se passe, j'expire, ça relâche. Et puis ça s'enseigne dans une sphère de relaxation, je pense. Ouais. Et pareil en kiné, hein. Si je veux apprendre à mes patients à respirer, je peux pas leur apprendre ça en leur faisant faire des soulevés de terre, quoi. C'est pas le moment. Il faut un moment individuel où la personne a une main sur son corps, sent ce qui se passe et est profondément relâchée. Ouais. Donc ça demande de la confiance et ça demande de la vraie relaxation aussi, même je pense, dans notre boulot à nous, chez les kinés. Oui. Parfois c'est le temps qu'on n'a pas, qu'on ne prend pas. C'est un temps de mise en confiance et de relaxation. Ouais. Et si le patient ne sait pas respirer et qu'après on lui demande de faire des exos difficiles, eh ben c'est pas dans ce moment-là qu'il va apprendre à respirer. Au contraire, il va se bloquer en apnée, on en est sûr à 100%, quoi. Ouais. Et quels sont les risques de pratiquer en apnée? Bah déjà, les risques, c'est une mauvaise oxygénation musculaire, donc forcément un exercice qui tiendra pas longtemps en termes d'endurance, quoi. La personne, elle va en faire 3, elle va plus pouvoir, elle va dire que l'exercice est trop compliqué, ça c'est normal. Et puis, a priori, on sait que faire les choses en apnée augmente les pressions au niveau périnéal et au niveau du dos. Ah, ok, c'est intéressant, ouais. Ça. Et est-ce qu'il y a plus de risques de blessures? Oui, du coup, oui. Du coup, oui. Ok. Ça aussi, tout le monde n'est pas d'accord. Et moi, pour le coup, ça, j'en suis presque convaincue dans ma pratique. Que voir un peu la partie abdominale comme un caisson de pression, c'est-à-dire que du thorax jusqu'au pubis, on a comme un caisson. Et si on ne permet pas l'harmonie des pressions dans cette zone, et ben, du coup, les pressions vont aller se diriger de la mauvaise façon, donc vers notre périnée, pousser vers le bas, vers les lombaires, et ça peut entraîner des lésions. Encore une fois, c'est assez discuté, empirique. Moi, je vois dans ma pratique que ça a l'air de fonctionner quand même. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus, nous autres humains, question de pression. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer avec un peu en vulgarisant? Ouais. Dans la méthode apport, dans la méthode de Gasquet, en fait, on parle beaucoup de placement. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'avoir la plus grande distance entre le sternum et le périnée. Donc, d'avoir un placement juste, ce qui, c'est un peu... Je ne veux pas rentrer dans des choses trop compliquées, surtout qu'on en prend, on en laisse. Moi, je pense que chaque formation apporte et après, on fait en pratique parce que tout le monde ne peut pas vivre comme ça. c'est pas ce que je dis. Par contre, dans des efforts contraignants, c'est intéressant. Du coup, si je suis bien placée, je libère mon diaphragme et je peux respirer avec mon ventre. Ouais. Et harmoniser, du coup, si je respire en ayant le ventre très creusé, là, la pression, elle est mal répartie, quoi. Ah, d'accord. Voilà. C'est ça que tu appelles caisse de pression. Oui. Ouais. Ok. Mais c'est... Peut-être je suis partie dans des choses un peu compliquées. Non, mais c'est intéressant. Mais pour le coup, pour moi, on ne peut pas demander à quelqu'un d'avoir une bonne respiration si son placement n'est pas correct. Et l'inverse est vrai, quoi. Ah oui, donc d'où l'importance d'avoir quand même, quand on dit avoir le dos droit en méditation, oui. Finalement il vaut mieux être assis contre un mur et venir soulager le dos, parce qu'il y a des gens pour qui c'est très difficile de rester en posture de méditation. Donc ouais, il vaut mieux même accepter d'être contre un mur au début pour pouvoir respirer correctement, quoi. Bah, si on veut avoir une bonne respiration, il vaut mieux effectivement, si on n'arrive pas à se maintenir droit,
Ça me paraît problématique quand même, donc ça pourrait se travailler. On en parlera dans une prochaine vidéo. Mais effectivement, il vaut mieux avoir un support pour être bien placé. Parce que de toute façon, on ne peut pas demander à quelqu'un de bien respirer s'il est comme ça. Il n'a pas d'amplitude. Son diaphragme est complètement coincé. Enfin, faut tester sur soi. Faut vraiment tester sur soi. Demander à quelqu'un d'inspirer dans cette position. Je suis à 50% à peu près du volume que je peux vraiment inspirer. Demandez-lui de respirer. Ah ouais, ça n'a rien à voir. Dans cette position. Et encore que là, si on veut être puriste, je suis mal placée puisque mon bassin n'est pas bien positionné. Ouais. Donc encore, je peux augmenter mon volume pulmonaire. Si je viens me placer correctement, j'ai failli tomber, placer mon bassin, poser mes pieds. Souvent, c'est la posture de méditation d'ailleurs. Et là, je peux espérer respirer correctement. Ouais, ça change tout. Et même en termes de sensations, du coup. Clairement. Ouais. Ok, trop bien. Du coup, ça m'amène à une autre vidéo qu'on peut faire. Tac.